Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël et bienvenue à bord de l'Universalist pour les tops des séries 2023. Au cas où vous auriez raté la vidéo sur les flops, je le rappelle, je suis passé d'un top 15 à un top 20, histoire de rendre un peu plus hommage à tout ce que j'ai pu découvrir dans l'année. Rappelons néanmoins deux règles essentielles des tops et des flops. La première, il ne s'agit pas d'un jugement de séries sorties en 2023, mais d'œuvres que j'ai personnellement découvert cette année-là. Donc il peut y avoir du tout neuf comme du très ancien. Et enfin, même si je fais l'effort d'ajouter des arguments, les classements sont majoritairement subjectifs, donc vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Allez, on s'y met! Petite série française sans trop de prétention, et je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi quali en fait. L'histoire, c'est qu'on va suivre deux geeks un peu à cœur sur les bords vivant à Poney-sur-Mer, c'est-à-dire un village paumé en bord de mer au fin fond du trou du cul de la Bretagne. Enfin, je crois que c'est la Bretagne. Sauf que ces deux gugus ont décidé de monter une arnaque sur le Darknet, et vont se retrouver à piéger un mafieux albanais. Manque de bol, celui-ci va remonter leurs traces et essayer de se venger. Franchement, la série est très bien foutue. Alors, est-ce qu'on peut la considérer comme une comédie à 100%? Pas vraiment. C'est pas non plus du polar ultra noir, c'est un petit peu des deux, et je trouve que le mélange prend bien. La série se découpe en 6 épisodes d'une vingtaine de minutes chacun, donc si vous voulez la découvrir, en 3 heures c'est plié. Les acteurs sont tous très bons. De toute la série, il y a eu une réplique dont j'étais pas sûr de la justesse, et même là à ce moment je me demandais si c'était pas moi qui pinaillais. Même si le meilleur acteur du lot, ça reste quand même Artus. Et le mec est quand même humoriste à la base. Et quand vous le voyez alterner entre un jeu un petit peu comique et un jeu dramatique, voilà, le mec arrive à bien jouer quoi. Après, c'est pas ma série favorite de 2023, principalement parce que c'est pas le genre d'univers que j'apprécie le plus. Mais à la fin de chaque épisode, j'avais quand même très envie de voir la suite, donc je vous la conseille. Alors là, l'univers proposé est plutôt original, car c'est de la fantasy contemporaine, mais axée autour du folklore philippin, avec des créatures qui sont pas trop traditionnelles par chez nous. Ça s'en rapproche parfois, mais ça a sa propre nature. Bref, on suit Alexandra Trezé, qui est une lacane. Entendez par là une espèce de gardien entre les humains et le surnaturel. Et justement, le surnaturel fait partie de la vie de tous les jours. C'est-à-dire, si quelqu'un te dit « j'ai vu un fantôme », il a probablement vraiment vu un fantôme. Il y a tout un tas de codes et de règles avec les différentes créatures. Il y a des traités et des accords qui sont quand même assez intéressants. Franchement, j'ai vu le premier épisode. Pendant les 5 premières minutes, j'étais... Ouais, j'ai pas totalement convaincu. C'est 5 minutes après, j'étais dedans. Bon, en termes de défauts, la série fait quand même pas mal d'expositions. Ce qui est assez logique si vous connaissez pas l'univers philippin de base. Mais je pense qu'il y avait quand même moyen de faire mieux en vrai. La VF est sympa sans plus, il y a quelques faiblesses chez certains persos secondaires, et quelques tournures de phrases assez alambiquées. Et j'ai quand même eu un problème avec l'ambiance, parce que d'un côté on te dit que le surnaturel c'est quotidien, hein, ça a sa place dans la vie de tous les jours, et en même temps t'as des moments où c'est pas super clair, et où les humains ont pas trop l'air d'y croire. Ok, bonjour la dissonance. Il y a aussi un petit souci avec certains flashbacks, parce que chaque épisode commence avec des scènes du passé en fait qui sont systématiquement en noir et blanc. Sauf qu'au cours de l'épisode, tu vas avoir des scènes qui sont elles aussi des flashbacks, parfois plus anciennes que celui de l'intro, mais qui sont en couleur. J'ai pas pigé si c'était censé vouloir dire quelque chose ou quoi, mais là pour le coup ça m'a un peu troublé quand même. Mais en dehors de ça, c'est une très bonne série d'animation. Ça permet de connaître un peu plus tout ce qui est ambiance et croyances philippines. Donc si vous êtes intéressé, je vous la conseille. Je vous jure, je fais pas ça pour vous énerver. Bon, déjà, petit truc à préciser, je suis pas un grand adepte des jeux Resident Evil. Moi, mon truc, ça a toujours été plutôt Silent Hill. À l'heure actuelle, je n'ai joué qu'à Resident Evil 4,
et j'ai vu 2-3 films avec Mila Jovovich, donc ma connaissance de l'univers est très très surfaite. Du coup, la majorité de mes critiques viseront la série en tant que série, et pas en tant que adaptation. L'histoire va alterner entre deux époques, et nous fera suivre Jade Wesker, la fille d'Albert Wesker. En 2022, Jade est ado et arrivera dans un village conçu par Umbrella Corporation pour permettre une meilleure acclimatation de leur père, et on assistera au début de l'apocalypse zombie. Tandis qu'en 2036, Jade est devenue adulte et survit comme elle peut tout en étudiant les morts vivants et l'évolution du virus. Je regrette cependant que les allers-retours dans le temps soient assez violents et pas toujours bien amenés. Des fois ça va carrément te couper au milieu d'une scène. Les effets spéciaux sont pas terribles. Quand dès le premier épisode tu vois l'espèce de chenille géante, tu dis ça va, ça a l'air de passer. Par contre le premier chien zombie, ça pique les yeux quand même. Le scénario est débile. Il est blindé d'incohérences. C'est le genre truc extrêmement con. Les deux gamines de Wesker, des adolescentes de 14-15 ans donc, réussissent à s'introduire dans les locaux d'Umbrella sans la moindre difficulté. Elles déclenchent aucune alarme, il n'y a aucune caméra qui les filme, et elles réussissent à libérer un chien zombie. Waouh! T'as les passages avec les liqueurs, qui sont censés ne réagir qu'au bruit. En soi, why not? Sauf que même ceux qui font aucun bruit réussissent à se faire choper. Et à l'inverse, t'en as d'autres qui font un boucan du diable, ils se font même pas capter. Alors, du coup, vous allez me demander, mais attendez, si la série a autant de défauts, qu'est-ce qu'elle fout dans tes tops? Eh ben, j'en suis le premier surpris. Parce qu'en fait, j'ai pigé à quel point Resident Evil est une bonne série à partir du moment où vous arrêtez de la regarder comme un truc intelligent. C'est un énorme nanar, mais qui a malgré tout de très bonnes scènes complètement débiles. Genre, à l'épisode 4, vous avez, pardon pour la grossophobie, un gros lard qui a quasiment toute une scène de plan séquence où il fait quasiment du kung-fu contre les zombies. C'est absolument génial! Mini spoil, à un moment, les héros utilisent comme arme un crocodile zombie géant. T'as une scène avec l'héroïne en mode badass avec une tronçonneuse, mais... What the fuck? Ça, et il y a quand même quelques idées qui sont tout de même plutôt bien pensées en fait. Genre le fait que la série considère que tous les jeux Resident Evil sont canons. Et du coup, dans le lore, la série Netflix se déroule plusieurs années après les jeux. T'as les zombies qui du coup sont pas exactement les mêmes que ceux des jeux. En fait, ils deviennent progressivement aveugles et sourds, mais en contrepartie, ils développent un super odorat. Et les acteurs sont tous très bons. Bref, malgré tous ces défauts, promis, les 2 premiers épisodes, je rageais à force de noter des incohérences. Et en vrai, j'ai juste fini par aimer. Et si la série avait pas été annulée, et qu'on lui avait sorti une saison 2, je l'aurais maté, sans aucune hésitation. Le seul truc qui m'a pas mal énervé, ce sont les critiques que la série a pu se prendre. Si encore ça avait été des critiques du style le scénario est mauvais, les effets spéciaux sont bof, ce genre de choses, non, même pas. La principale critique, c'était Resident Evil Netflix, c'est woke. Et je crois que ceux qui ont fait cette critique n'ont pas regardé la série. Au-delà du remplacement de Wesker par un acteur noir, choix qui est effectivement assez discutable. J'adore Lance Reddick, mais pour jouer Wesker, non. Même moi qui connais pas bien l'univers, je sais que c'est une idée de merde. Je pense aussi que pour les 2 actrices qui interprètent Jade, ça aurait peut-être été mieux de prendre des actrices qui auraient exactement la même couleur de peau. Parce qu'une fois adulte, elle fait quand même vachement plus claire qu'avant. Mais mis à part Wesker et ses filles, t'as quasiment aucune minorité. L'apocalypse zombie est provoquée par une végane, et le seul personnage homosexuel de l'histoire, c'est la grande méchante qui dirige Umbrella. Et faut voir la pourriture que c'est. Mais c'est ça le plus incroyable. Moi qui suis le premier à gueuler quand des minorités sont là pour le quota ou que la cohérence fout le camp, j'ai pris plaisir à mater la série. Donc si vous êtes prêts à débrancher votre cerveau pour vous mater une version nanardesque de Resident Evil, je pense que vous allez adorer. Eh ben, plutôt bonne pioche, je dirais. Avec une nouvelle série sortie du chapeau de Simon Astier, déjà responsable de HeroCorp, même si c'était pas forcément gagné avec le début. L'histoire, c'est que dans la petite ville de Pointe-Claire, plusieurs personnages vont se retrouver confrontés au crash d'aliens dans leur cité, ce qui va causer une belle brochette de problèmes.
On va se mettre d'accord tout de suite, je vais aborder ce qui est pour moi un des plus gros points noirs de la série, les personnages débiles. Parce que c'est un peu un gimmick de Simon Astier de toujours mettre des persos qui ont des personnalités tellement what the fuck que tu te dis ils sont pas en phase avec le monde réel. Dans HeroCorp ça allait, parce que c'était un groupe de super retraités abandonnés dans la pampa avec des pouvoirs qui partaient en cacahuète. Donc c'était compréhensible. Et le héros était le seul à avoir un comportement logique et cohérent. D'où le décalage. Ce qui a été foutu à la poubelle avec la 3e saison, je crois. Celle où là, le perso principal devenait aussi con que les autres. Et c'est ce qui m'a fait abandonner la série en fait, parce que je me dis ouais bon là c'est mort, ça me gave. Ici c'est d'autant plus gênant que le mélange prend pas. Et c'est d'autant plus dérangeant que c'est un point qui est surtout présent dans les premiers épisodes. Au bout d'un moment, la plupart des persos sont sérieux, avec le jeu d'acteur qui va avec. Du coup, vous avez une intrigue qui est quand même vachement sérieuse, et à côté, vous avez parfois des moments totalement what the fuck, mais qui ont l'air d'avoir été ajoutés comme si le scénariste avait peur qu'on s'ennuie s'il n'y a pas une réaction what the fuck de temps en temps. Mais comme je l'ai dit, c'est pas un problème envahissant. Il est très présent dans les premiers épisodes, mais ça s'atténue énormément par la suite. Et la partie sérieuse est vraiment intéressante, hein. C'est au début, j'avais commencé la série en mode bah les couilles, je regarde ça vite fait et après je passe à autre chose. Et non, je suis vraiment rentré dans l'intrigue, j'ai vraiment apprécié l'histoire. Et en dehors de l'aspect perso débile, il y a quand même quelques points d'humour qui marchent bien, hein, faut pas déconner. Après, la série se termine sur un cliffhanger. Est-ce qu'on peut la considérer comme une fin ouverte ? Techniquement oui. Maintenant, apparemment, il y aurait des rumeurs comme quoi une saison 2 sera en cours, donc à voir. Mais ça reste un bon divertissement, et je vous encourage à tester la série, mais ne vous arrêtez pas à l'humour des premiers épisodes, qui pour moi sont plus un frein qu'une qualité. Ok, je m'attendais pas du tout à ce que cette série fasse partie de mes tops. Dans les mentions honorables à la limite, voire dans les flops. The Stand est l'adaptation en série télé du roman Le Fléau de Stephen King, que j'avais lu il y a... très longtemps, et j'avais aussi vu le téléfilm. Il me semble. Donc voilà, je connaissais en grande partie l'histoire. Une super grippe qui se répand et tue 99% de l'humanité, et le 1% de survivants va rejoindre deux communautés différentes. Mère Abigail pour le bien, et Randall Flagg pour le mal. Je tiens à vous le prévenir tout de suite. Oui, c'est extrêmement manichéen. On est vraiment avec les gentils croyants partisans de Dieu d'un côté, et de l'autre les méchants qui vénèrent le diable et se baignent dans tous les excès. Par exemple, vous n'avez aucune relation gay ou lesbienne chez Mère Abigail. Par contre, vous en avez chez Randall Flagg. J'irai pas jusqu'à dire que la série est homophobe, mais bon, ceci dit, vu à quel point c'est orienté piété chrétienne, c'est pas vraiment étonnant. Donc vous vous doutez bien que, n'étant ni fan du manichéisme, ni un grand amoureux des religions, il y avait peu de chances que j'apprécie. Et pourtant, j'irai pas dire que c'est la meilleure série du monde, loin de là, mais j'ai pas noté d'incohérence. Mis à part peut-être pour les derniers épisodes où la durée des trajets m'a semblé un peu tarabiscotée, mais en dehors de ça, j'ai pas eu de vraie raison de gueuler contre la série. Bon, je serai un peu plus sec sur le dernier épisode, parce que autant laisser entendre que Randall Flagg est de retour, ok, il me semble que c'était aussi le cas dans le roman. Par contre, il me semble que les 3/4 du dernier épisode, c'est du rajout pour éventuellement préparer une saison 2, et pour moi c'est en trop, quoi, c'est tellement en trop. Il y a quelques visages que j'étais content de revoir, notamment Whoopi Goldberg. Néanmoins, au niveau des acteurs, il y en a deux qui risquent de faire bien grincer des dents, puisque vous aurez au casting Amber Heard, mais également Ezra Miller. Et alors le Ezra, c'est quand même bien pensé, avec toutes les casseroles que ce mec a au cul, lui faire jouer un personnage qui s'appelle la poubelle, fallait y penser. A l'inverse, Alexander Skarsgård pour jouer le Randall Flagg et son immense charisme, idée du siècle. Donc voilà, je pense pas que la série plaira à tout le monde, de par son orientation religieuse et manichéenne, son emploi de quelques acteurs un peu borderline on va dire. Néanmoins, c'est de la bonne qualité. Les effets spéciaux sont assez rares et de bonne facture, et ils vont généralement préférer les effets en dur. Il y a quelques éléments de nudité, mais pas tant que ça, et pas avant le 4e ou 5e épisode je crois. Quelques passages un peu gore mais ça va. Et il me semble que la série a le cran de suivre le roman vraiment à la lettre. Bien sûr, il y a des variations, et si vous avez lu le bouquin plus récemment que moi, vous les verrez sans doute. Mais globalement, j'ai passé un assez bon moment à la regarder. Et si vous pouvez passer outre les défauts que je vous ai cités, je pense que vous allez apprécier.
Ceci est une mini-série Netflix de 6 épisodes d'une vingtaine de minutes chacun. L'histoire concerne une société secrète appelée le Pentaverat, qui se trouve être une société dirigée par des gentils, qui ont à cœur d'améliorer le monde. Malheureusement, certains de ses membres principaux vont se faire assassiner par un étrange meurtrier, tandis que de son côté, un journaliste canadien va remonter la piste de certaines théories du complot pour s'infiltrer dans l'organisation. La série est sacrément drôle. Je suis pas un grand habitué de l'humour de Mike Myers. À l'heure actuelle, j'ai vu de lui que le Austin Powers, le premier, et je crois que j'ai jamais rien vu d'autre qui soit de lui. Du coup, j'ai pas vraiment de maître étalon, mais je pense que c'est à peu près le même style d'humour que Austin Powers. C'est-à-dire bien parodique sur certains points, avec quelques vannes un peu salaces par moment. Et même des passages où l'humour devient méta, où t'as carrément un mec de Netflix qui est obligé d'intervenir histoire de remettre la série sur les rails, quoi. Fait, non, là vous allez trop loin, on est obligé de censurer ou des trucs comme ça. Donc ouais, globalement je me suis bien marré sur la plupart des vannes. J'aurais cependant des reproches à faire au personnage de Ken Jeong, qui est insupportable. Pratiquement chaque fois qu'il ouvrait la bouche, j'avais envie de lui faire fermer sa gueule à coups de taloche. Et en même temps, le personnage est un peu là pour ça, mais à mon sens, ça reste quand même le mauvais point de la série. Mis à part ça, la série est très courte et se termine en une seule saison. Il y a vraiment pas besoin de suite. Donc si vous aimez Austin Powers et le brisage de 4ème mur, je pense que ça peut être votre cam. Je vais vous le dire tout de suite, quand on a annoncé une saison 2 pour Good Omens, j'ai eu très peur. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette série, je vous demanderai d'aller immédiatement réparer ce blasphème en allant regarder la saison 1. Grosso modo, il s'agit d'une adaptation du roman De Bon Présage de Terry Pratchett et Neil Gaiman. Ça nous raconte comment le démon Rampa, incarné par David Tennant, et l'ange Aziraphale, joué par Michael Sheen, vont devoir s'associer pour empêcher l'apocalypse causée par l'Antéchrist, un gamin de 11 ans. Le tout avec l'humour très particulier de Pratchett, notamment responsable des Annales du Disque Monde, que je vous invite également à découvrir si vous ne le connaissez pas. Sauf que... la saison 1 résumait l'intégralité du bouquin, et donc se suffisait entièrement à elle-même. Donc quand la saison 2 a été annoncée, j'avais un peu peur du résultat. Par chance, ça n'a pas été une catastrophe du niveau de Carnival Row. Globalement, la saison est très bien, l'humour marche majoritairement, les acteurs sont très bons, les effets spéciaux sont un peu meilleurs. Pas qu'ils étaient mauvais dans la première, mais il y avait quand même 2-3 CGI qui pouvaient te faire tiquer, quoi. Ils réussissent à continuer l'histoire de manière globalement plutôt cohérente. Maintenant, si comme moi, vous avez revu la saison 1 juste avant, il y a quand même certains détails qui ont été un petit peu oubliés. Au-delà de certains aspects physiques, du genre les cheveux de Rampa qui sont passés du roux au mauve, ok, ce qui rend assez dégueu d'ailleurs je trouve. Il y avait aussi son tatouage qui était plus bas que dans la saison 1, même si Neil Gaiman a su y répondre avec humour. Il y a aussi la voix de Dieu qui a disparu. En fait, toute la saison 1 était narrée par la voix de Dieu qui servait plus ou moins de voix off, et qui explicitait très régulièrement un tas de trucs, ce qui rajoutait à l'humour des situations. Là, ça a complètement disparu, et tu sais pas pourquoi. Pareil, certains personnages de la saison 1 n'apparaissent plus, autant les humains, d'accord. Pour les anges et les démons, par contre, comme Astur, qui est censé être toujours en activité, et vu à quel point il déteste Rampa, c'est assez bizarre qu'il ait disparu sans laisser de traces. Ils ont changé l'actrice de Belzébuth, ça m'a fait assez bizarre quand même, et aussi quelques incohérences rapport à la continuité. Et là, si vous avez pas vu la saison 1, je vais vous demander de sauter à ce timecode, parce que je vais devoir spoiler. Vous êtes prêts? C'est bon, plus personne n'a peur des spoils? Ok. Genre, à la fin de la saison 1, Rampa et Aziraphale avaient échangé leurs apparences parce que leurs camps respectifs étaient sur le point de les éliminer avec les seules armes susceptibles de les tuer, à savoir l'eau bénite pour les démons et les flammes infernales pour les anges. Ce qui du coup a complètement foiré et incité les deux camps à croire que Rampa et Aziraphale étaient devenus complètement invulnérables. C'était une des raisons pour lesquelles ils avaient accepté de les laisser tranquilles, parce qu'ils pouvaient théoriquement rien leur faire. Et là, début de la saison 2, attention, si tu ne nous aides pas, on viendra pour te détruire. Bah non, vous pouvez pas. À la limite, ça aurait été beaucoup plus intéressant de faire peser la menace que les deux camps apprennent pour l'entourloupe à base d'échanges de corps. Si le paradis et l'enfer s'étaient rendu compte que les héros les avaient filoutés, là oui, ça aurait pu puer de la gueule pour eux. Sauf que non, ça ne reviendra jamais dans l'intrigue. Pareil, Rampa craint l'archange Gabriel, parce que selon lui, Gabriel peut atomiser n'importe qui d'un claquement de doigts. Mais si c'était le cas, ni Rampa ni Aziraphale ne seraient revenus sur Terre à la fin de la saison 1.
Même la menace de on t'effacera du livre de la vie pour faire comme si tu n'avais jamais existé. Si vous aviez ça, pourquoi vous ne l'avez pas utilisé à la fin de la saison 1 ? L'intrigue autour des commerçantes, je l'ai pas trouvée particulièrement intéressante. Il y a aussi le fait que tous les dessous de l'intrigue sont révélés dans le tout dernier épisode, dans un flashback. Alors oui, ça peut se défendre, mais je vous avoue que je suis pas super fan. Ah oui, et on a un archange handicapé. Alors, au-delà de tout ce qui est représentation, validisme et tout ça, qu'un archange se retrouve dans un corps physique handicapé. D'accord, là j'ai pas de problème avec ça. Par contre, que son âme soit handicapée au paradis... Non, je suis pas convaincu là, désolé. Sinon, je m'attendais pas à un final pareil. Oser finir une saison comme ça, je dois avouer que c'était assez couillu. Maintenant, est-ce qu'il compte de se servir de cette base pour une potentielle saison 3 ? Je sais pas. Néanmoins, ça reste une bonne suite. Je trouve que la série sait conserver et renouveler son intérêt. Elle reste assez fun, malgré les défauts qui vont faire chier les obsédés de la cohérence comme moi. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, on suit un jeune branleur japonais du nom de Arisu, Alice, qui se retrouve avec ses amis coincés dans Borderland, une dimension parallèle où ils sont confrontés à des jeux mortels. Cette saison 2 a le mérite d'être un season final très satisfaisant. Malheureusement, on a toujours les mêmes défauts de la saison 1, à savoir une VF pas toujours parfaite, et le côté manga qui colle pas mal à la peau de cette adaptation. Que ce soit avec des personnages abusivement résistants, je vous jure, il y en a certains, je me demandais comment ils faisaient pour être encore en vie après tout ce qui s'était mangé dans la gueule. Dans cette série, un perso, vous ne voyez pas son cadavre ensanglanté, c'est qu'il est toujours en vie. Et même le cadavre ensanglanté, il y a des chances qu'il respire encore. Il y a aussi des aspects de combat, limite, le mec il te chope, il te balance en l'air, tu fais 10 tonneaux et t'atterris 15 mètres plus loin. Non mais à part ça, le mec est un simple humain. Hein, non, un humain normal, il est pas aussi fort que ça. Il y a aussi un petit problème temporel, parce que comme quoi, tous les participants sont censés être arrivés à Borderland en même temps. Sauf que quand Arisu débarque, ça a l'air de faire des mois, peut-être même des années qui sont là, quoi. Même si c'est vrai qu'à un moment, on nous annonce qu'il y a visiblement quelques micmacs temporels avec le temps qui passe plus vite dans certaines zones. Ça peut servir d'explication, même si pour moi c'était un peu rapide. Mais effectivement, et là je vais en dire le moins possible pour pas spoiler, la fin peut effectivement justifier l'aspect manga. D'ailleurs justement, j'étais assez satisfait de cette fin. C'est pas impossible à deviner, bien sûr, mais ça reste logique et cohérent dans le déroulé. Et surtout, ça offre une fin ouverte pour tous les persos qui ont survécu. J'aurais aimé en savoir un peu plus pour certains, mais bon, c'est vrai que c'était pas les persos principaux. Donc, pour ceux qui sont accros à l'actu, vous avez peut-être entendu parler que Alice in Borderland avait une saison 3 en préparation. Et du coup, si l'histoire est finie, comment c'est possible ? Alors, c'est qu'une théorie, mais à l'époque où est sortie la saison 1, a été publié en France un manga qui s'appelle Borderland Retry et qui est une suite de Borderland avec le héros qui justement retourne dans cet univers parallèle. Et le problème c'est que maintenant qu'on a toutes les réponses, j'ai peur que la saison 3 soit beaucoup moins intéressante. Est-ce que ça risque pas juste d'être une manière de surfer sur le succès, sur un truc qui va être globalement beaucoup moins bien ? N'ayant pas lu le manga, je ne pourrais pas vous dire. Après, peut-être que je me plante et que ce sera très bon, ça je dis pas le contraire. Mais bon, j'ai quand même un peu peur pour la suite. Autre bon point, la série est super bien filmée. Il y a des scènes qui sont vraiment superbes. Genre, dès l'épisode 1, t'as un plan séquence de course-poursuite en voiture. Et une course-poursuite assez longue en plus. Pareil, le combat final avec le roi de pique... c'est pas mal, hein, Bon, faut accepter d'éteindre ton cerveau sur les violations des lois de la physique, mais... globalement, ça reste du très bon spectacle. Même chose pour les effets spéciaux d'ailleurs, j'ai rien vu de mal fait, rien de choquant en tout cas. Donc bref, Alice in Borderland saison 2, très bonne suite, une série vraiment cool à suivre, même si pas parfaite, et si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la regarder. Je pense pas que beaucoup de personnes aient entendu parler de cette série. En tout cas, moi perso, j'en avais jamais entendu parler avant.
Pour être franc, je l'ai découvert pendant que j'écrivais le texte pour les chroniques de Second Son. Vu qu'une des doubleuses avait ce titre dans sa voxographie, je m'y suis intéressé. Nous allons donc suivre le personnage de Héron, fils de Zeus et d'une humaine. Un de plus, j'ai envie de dire. Sauf qu'il sert de cible à Héra, qui encore une fois est morte de jalousie que son époux aille faire des enfants à droite et à gauche. Bizarrement, je la comprends. Alors, je trouve qu'il y a quelques petits soucis de cohérence en termes de force. Ok, Héron est censé être un demi-dieu, mais notamment au début de l'histoire, il est pas censé être plus fort qu'un humain normal. Donc quand dès le premier épisode, tu le vois soulever une espèce de grosse colonne antique pour la balancer à la gueule de son ennemi, tu fais... Elles étaient en mousse les colonnes à l'époque. Voilà, du coup tu te demandes un peu où sont les limites de puissance dans cette série. En dehors de ça, c'est très bien dessiné, c'est plutôt bien animé. Il y a quelques moments où l'animation est effectivement pas des ratés, mais bon, c'est un peu moins bien. Mais globalement, ça reste très fluide et appréciable à regarder. Les musiques sont superbes, elles embrassent très bien le côté épique façon God of War. Les doublages français sont très bons. En fait, je vais me faire pas mal d'ennemis, mais je trouve que Blood of Zeus, c'est Castlevania, mais en mieux rythmé. Donc, si vous êtes fan d'anime, que vous n'êtes pas dérangé par le gore, et que vous aimez les histoires épiques de la Grèce antique, bah je pense que Blood of Zeus devrait vous plaire. L'histoire est celle de 3 jeunes adultes, Juan l'artiste, Tilda la punk et Abby la scientifique, qui souffrent d'une maladie génétique très rare, dont ils ont été traités par le docteur Sarkov. Malheureusement, leur traitement va déclencher des effets secondaires assez indésirables aux allures de super capacité. Franchement, je m'attendais à détester. Je m'attendais à une série hyper basique avec des super pouvoirs, sans grand intérêt ni autre véritable objectif que de surfer sur la vague. Et non, c'est plutôt de la bonne cam en fait. Je vais pas dire que c'est parfait, hein, y a quelques incohérences et des facilités scénaristiques, mais globalement le voyage était très intéressant. Les personnages sont cool à suivre, notamment Tilda. Il y a des passages qui sont vraiment très marrants et parfois assez réalistes niveau comportement des héros, genre la manière dont n'importe qui pourrait réagir s'il se retrouvait vraiment dans ce genre de situation. J'adore notamment le personnage de Sarkov, qui est un personnage de savant fou, scientifique dissident, qui ne colle absolument pas avec l'image qu'on s'en fait habituellement. Le gars, c'est un métrosexuel, il a les cheveux rouges, les ongles vernis et tout, c'est ça le savant fou là. Et en même temps, il parle toujours avec cynisme et un côté très supérieur, parce que le mec a une intelligence considérable. C'est un peu comme Dr House en fait, dans la vie réelle, c'est le genre de personnage qui serait insupportable. Mais dans la fiction, tu l'adores, même si c'est une ordure. Y a une économie assez bien gérée des effets spéciaux, qui sont souvent cachés ou en hors-champ. Économie de moyens, certes, mais en contrepartie, quand on a vraiment de la CGI en plein écran, voilà, elle est très bien faite, quoi. Contrairement à des séries qui veulent en mettre sans arrêt et qui du coup sont dégueulasses en permanence, coucou Silent Sea, je trouve que c'est une très bonne pratique, et ce serait de bon ton de la généraliser, notamment pour les premières saisons. J'ai eu une déception, assez méta, faut l'avouer. À un moment, les personnages vont rencontrer une scientifique, et quand j'ai vu l'actrice qui incarne cette scientifique, j'étais assez content. Parce que c'est une actrice que j'aime bien, et que ça faisait un moment que je ne l'avais pas vue dans une série que je regarde. Dans une série ou d'un film. Elle se fait buter en 5 minutes. Je me suis dit, non, ils l'ont quand même pas fait venir pour la buter en un seul épisode. Si! Oh les fumiers! La série se termine sur un cliffhanger, mais n'a malheureusement pas eu assez de succès pour que Netflix lui autorise une saison 2. Et je trouve ça dommage. Pas parce que c'est une fiction qu'il faut avoir vu à tout prix, mais juste parce que c'est cool, et que ça s'assume en tant que tel. Et tant pis s'il y a des erreurs ou des imperfections. Quoi qu'il en soit, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à mater cette petite série. Et si Elvis Presley, le King, avait été un agent secret? Eh bien, c'est l'idée qu'a décidé d'explorer cette série animée. Et évidemment, il y a un côté trash et parodique, donc à ne surtout pas montrer aux plus jeunes. La série est plutôt drôle, même si je vous avoue qu'il m'a quand même fallu 1 ou 2 épisodes pour accrocher. En termes de graphisme, si le chara-design peut plaire ou déplaire selon vos goûts, faut avouer que c'est super bien animé. La série joue très régulièrement avec les cadres, avec les ratios, Par exemple, à un moment, les personnages sont dans un avion,
et l'avion va se mettre justement à tanguer, parce que il y a des trucs qui se passent. Les bandes noires sont habituellement en haut et en bas, et dès que l'avion va être complètement brinque-ballé dans tous les sens, les bandes vont suivre les mêmes mouvements que l'avion. J'ai trouvé ça absolument génial. Vraiment, il y a des passages que j'ai trouvé hyper intelligents à ce niveau. Après, faut-il être fan d'Elvis pour apprécier la série? Non. Franchement, je suis pas particulièrement plus fan que ça de Presley. Pourtant, j'ai apprécié le délire. Les personnages sont tous attachants. J'ai d'ailleurs une préférence pour Sissy avec un C. On a tous l'image du stéréotype de l'espionne, habillée en combi de cuir noir moulante, c'est son cas, sauf que en plus, elle est goinfre, alcoolique, obsédée sexuelle, et elle se drogue. C'est clairement pas une espionne parfaite, mais elle est géniale. La VF aussi est un bijou. Non seulement t'as énormément de voix ultra connues au casting, mais alors tu comprends le soin apporté au tout quand on rencontre la mère de Sissy, qui est une parodie de Lara Croft. Et du coup, pour doubler ce personnage, ils ont fait venir Françoise Cadol, la doubleuse officielle de Lara Croft. Quand je vous dis que la VF est parfaite. Donc, très bonne surprise à mon sens. Pour le moment, aucune annonce de renouvellement n'a été faite pour une hypothétique saison 2. Néanmoins, la fin de la saison 1 est quand même assez ouverte, et du coup, vous pouvez la mater sans que ça pose vraiment de problème. Donc, si vous ne connaissez pas Agent Elvis, je vous invite très fortement à la mater. Probable que certains un peu jeunes ou n'ayant pas forcément une culture cinéphile absolue, on peut se dire que Willow, une série de fantasy qui a l'air de sortir un petit peu de nulle part, ça a l'air d'être un truc un petit peu nouveau, En fait, pas du tout. En vérité, Willow est d'abord un film sorti en 1988, j'avais 1 an. Il s'agissait d'un univers de fantasy très classique et manichéen. Enfin, déjà avoir un film de fantasy à l'époque, c'était déjà exceptionnel. Oui, ok, on avait déjà eu un film Conan le Barbare 6 ans plus tôt, mais on peut pas toujours avoir ce qu'on veut dans la vie. Du coup, la série se déroulant après le film, j'étais un petit peu obligé de le remater parce que je l'avais vu pour la première fois, j'avais quoi, 13-14 ans, un grand max. Donc, mini critique vite fait. Évidemment, la plupart des effets spéciaux ont vieilli. Encore que t'as certains passages qui fonctionnent encore assez bien. Quelques jeux d'acteurs qui sont pas forcément top. Et même si c'est un film qui a le cran de donner des rôles importants à des femmes, faut pas non plus chercher le féminisme absolu, quoi. Hein. Et c'est aussi un des rares films de l'époque qui donne des rôles principaux à des individus de petite taille, en les considérant comme une race à part, à savoir les Nelwyn, tandis que les humains de taille normale sont appelés des Daikini. Le rôle principal fut confié à Warwick Davis, notamment connu à l'époque pour le rôle d'un Ewok dans Star Wars. Voilà, Willow, c'était son premier rôle à visage découvert. Bien, passons à la série. Et clairement, Disney+, résurrection d'une vieille licence, ça pue un peu du cul, hein, on va pas se le cacher. Et en fait, j'ai adoré. D'un côté, vous avez les Anneaux de Pouvoir, qui, malgré un budget colossal, est d'un vide abyssal. Et à côté, vous avez une série beaucoup plus modeste, suite d'un film unique mais culte des années 80, qui est largement plus appréciable. Vraiment, je trouve que la série a une âme. Elle a un côté très vivant. Tous les personnages de l'équipe sont attachants et plaisants à suivre. Certains ont trouvé que Warwick Davis, l'interprète de Willow, était mauvais acteur. Je suis pas d'accord. Effectivement, il doit avoir 1 ou 2 scènes où il est pas trop crédible, mais c'est tout. De là à dire que le mec est à chier, c'est un peu extrême. Les héros sont cool, les combats sont pas exceptionnels mais plutôt bien foutus. Certaines scènes m'ont vraiment collé des frissons tellement qu'elles étaient fun. L'humour est présent sans être envahissant et marche très bien. Les effets spéciaux sont plutôt bons sans être omniprésents. J'aurais cependant un gros bémol pour les scènes nocturnes qui sont beaucoup trop sombres. Il y a vraiment des moments, tu plisses les yeux pour essayer de déterminer ce que tu regardes. C'est visible, t'arrives à déterminer ce qui se passe, mais un peu plus de luminosité aurait pas été en trop. Cependant, je peux comprendre que tout le monde n'est pas apprécié. Parce que la série conserve un côté très conte de fées hérité du long métrage, d'où le fait que l'histoire est hyper classique et manichéenne,
Ça, je ne reviendrai pas là-dessus, c'est vrai. Il y a quelques retournements assez bien trouvés, mais la plupart des révélations, tu les vois venir. Genre, l'identité de Elora Danan reste cachée pendant tout le premier épisode. Je pense qu'absolument n'importe qui peut deviner son identité dès les 10 premières minutes. Au moins, ils ont pas fait traîner le mystère sur toute la saison. Ils ont dû deviner que personne serait dupe, en fait. Et bien sûr, t'as d'autres révélations en mode... Ah ouais, le scénario a bien tissé ses grosses ficelles, histoire qu'on se perde pas, quoi. Mais là encore, je trouve que ça participe à l'ambiance de conte de fées. Un peu obscurci par l'ère moderne, certes, mais conte de fées quand même. Et c'est ça qui est marrant, parce que vous me connaissez, quand il y a des incohérences, je suis le premier à me jeter dessus comme une hyène affamée. Sauf que là, bah justement, j'ai rien vu de grave. Et même si, après réflexion, oui, il y a quelques points sur lesquels on peut tiquer, mais globalement, on peut l'accepter sans problème. Parce que c'est un conte de fées. Les références au film, globalement, marchent toutes très bien, et apportent toutes quelque chose à l'intrigue. Et c'est tout autant intéressant pour ceux qui ont vu que ceux qui n'ont pas vu le long métrage. Il y a juste eu une ref que j'ai trouvée complètement inutile. C'est le retour des brownies. En fait, dans l'univers de Willow, les brownies sont des humains qui font cette taille. Et effectivement, il y avait deux brownies qui accompagnaient Willow pendant son aventure. Et ils en font revenir un pour une scène qui ne sert à rien. Le perso ne sert à rien. Il ne re-raccompagne pas les héros. Il est juste là pour dire ah ouais, c'est le. En fait, il y a mon pote, il est parti dans le sud. Voilà, moi j'ai eu une gosse, super. Hein, c'est. Ouais, ok, sympa. J'étais content de revoir l'acteur, mais sans plus quoi. Vraiment la scène ne sert à rien. Et si c'était juste pour le plaisir de placer une vanne qui est d'ailleurs d'assez mauvais goût en plus. En fait, Willow tend la main pour un high five. Et en fait, il la place trop haut pour le brownies qui est en mode qui la rate. Et du coup, t'as Willow qui lui dit tu vois ce que ça fait maintenant? Bah évidemment qu'il sait ce que ça fait. Tu fais 30 fois sa taille, du con. La blague aurait beaucoup mieux marché si justement tu l'avais sorti à un daikini, à quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être trop petit. Autre point qui m'a un peu dérangé, nous avons un couple lesbien qui, dans la première partie de la série, ne s'assume pas. Jusqu'à un épisode où on a une vraie déclaration assez touchante d'ailleurs, qui est censée amener au premier baiser. Sauf que le premier baiser a déjà eu lieu dans le premier épisode. Et du coup, la révélation amoureuse rate un peu sa cible. Et vu que l'univers a absolument pas l'air homophobe ou quoi que ce soit, tu te demandes pourquoi les meufs cachent cette info. Alors oui, bon, t'en as une, c'est une princesse, et l'autre, c'est sa garde, en fait. À la limite, ça aurait pu être ça, voilà, obligé que légalement, elles aient pas le droit d'être ensemble, mais voilà, mais c'est limite la seule excuse que je trouve, quoi. À un moment, t'as un des persos qui devient roux, ce qui a l'air complètement assumé dans l'histoire, hein, ça a pas l'air d'être une erreur, et aucun personnage ne fait la moindre remarque dessus. Genre, ne serait que faire une remarque, mais t'étais pas censé être blonde il y a 5 minutes? C'est un peu dommage quand même, c'est pas grave, mais c'est dommage. J'ai aussi un petit regret sur un autre personnage, qui, dans son enfance, est censé avoir été possédé par un démon. Point qui ne revient plus jamais après. Mais genre, ça revient tellement jamais dans l'intrigue, que je me suis dit, ça va revenir au moment où s'y attend le moins. J'ai fini la saison, et non, c'est pas du tout revenu. En fait, les mecs l'ont oublié. Après, et ça, c'est ce qui m'énerve quand même le plus, vous pouvez voir la série comme une saison unique, même si une dernière scène vient teaser une potentielle saison 2. Sauf que Disney+, a annulé la série. Hey Disney+, va te faire enculer. Donc, si vous avez envie de vous mater une petite série de fantasy très classique, très conte de fées, eh bien je ne peux que vous inviter très fortement à regarder Willow. Eh bien. Je m'attendais pas à ce qu'une série avec une base aussi classique se révèle aussi intelligente. L'histoire est celle de Maddie, une adolescente malheureusement passée de vie à trépas dans son lycée, où elle est désormais coincée avec d'autres étudiants de différentes époques. Sauf que, vu qu'elle n'a aucun souvenir de ce qui l'a tuée, elle va mener l'enquête, notamment avec l'aide de Simon, son meilleur ami qui semble être le seul capable de la voir. Voilà le pitch, quand même bien classique, on est d'accord, et pourtant, bah ça réussit à être efficace.
Les acteurs sont tous bons, notamment l'interprète de Simon, parce que c'est lui qui a le plus d'émotion à l'écran, mais ils sont tous très bons. C'est juste qu'ils n'ont pas tous le même level d'émotion à faire passer. Je crois que j'ai eu une micro-scène dans le tout dernier épisode où j'ai pas été convaincu, et encore. Le système des fantômes est plutôt intelligent, je trouve, parce qu'en fait, au lieu d'être des esprits classiques, c'est-à-dire complètement intangibles, c'est pas le cas, c'est plus comme s'ils étaient enfermés dans une dimension parallèle. C'est-à-dire que les fantômes peuvent agir sur tout ce qui les entoure, mais ça n'aura aucun impact dans le monde des vivants. Par exemple, tu peux arracher une affiche sur un mur, tu l'auras dans les mains, tu pourras en faire ce que tu veux, mais en même temps, l'affiche sera toujours accrochée sur le mur. Et du coup, comme les fantômes ont un corps physique, ils peuvent manger, boire, dormir, ce genre de choses, ils peuvent juste plus ni vieillir ni mourir. L'intrigue en elle-même est plutôt bien foutue, l'enquête est vraiment pas avare en fausses pistes, ce qui peut être moins fascinant quand on a pigé le mécanisme, mais pour un premier visionnage, perso je trouvais pas ça dérangeant. Globalement, j'ai pas vu d'incohérence, il y a bien le moment avec le système du téléphone portable qui est censé être perdu, alors que le mec a un moyen de le tracer. Et éventuellement, on peut tiquer sur la taille des failles de communication. En gros, Simon peut voir et entendre Maddie, mais uniquement dans certaines zones précises du lycée. Et c'est vrai que quand il réfléchit, il y a quand même vachement de zones de discussion, et parfois les limites sont assez variables, quoi. Aussi, le système de réinitialisation, comme je vous l'ai expliqué, en tant que fantôme, vous pouvez déplacer les objets, mais ça finira par l'endroit finira par se réinitialiser et à tout remettre comme avant. Et c'est vrai qu'il y a des moments où ça se réinitialise plus vite que d'autres. Mais en dehors de ça, j'ai pas vu de gros soucis dans l'histoire ou dans la logique. Les personnages ont tous des histoires qui les rendent plus ou moins attachants, même certains qu'on pourrait considérer comme des clichés sur pattes. Du coup, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder la série, qui en plus n'est ni gore, ni sexuelle, ni quoi que ce soit, donc vraiment c'est série tout public. La saison 1 se termine sur un cliffhanger, néanmoins, soyez heureux, la saison 2 a été confirmée. Je sais pas quand elle arrivera, mais elle est dans les tuyaux. Donc voilà, si vous cherchez une petite série tout public avec des fantômes et une bonne enquête, School Spirit est fait pour vous. J'avais un peu d'appréhension pour cette série, je l'avoue. Certes, j'adore les films de la famille Addams. Certes, j'ai beaucoup aimé Tim Burton pendant une grande période de sa carrière, jusqu'à ce qu'il fricote un peu trop avec Disney. Donc, quand la news est tombée comme quoi il allait s'occuper d'une série entièrement dédiée à Mercredi Addams, ma foi, ça sentait plutôt bon. Cependant, quand la série est sortie, j'ai eu deux sons de cloche. Ceux qui affirmaient que la série était parfaite en tout point, le genre d'avis dithyrambique que j'ai pas des masses envie de suivre, et d'autres plus mitigés, qui se plaignaient notamment de l'aspect teenager, qui faisait de la série un truc gentillet mais sans plus. Alors, en termes d'aspect teenager, ouais, on va pas se mentir. On est initié à l'école de Nevermore, où sont rassemblés tout un tas de jeunes élèves vampires, loups-garous et autres, dans un contexte d'adolescents lycéens. Ouais, sacrée tambouille de fantaisie urbaine pour ados. Mais bizarrement, c'était moins gênant que je le craignais. On a bien sûr tout un tas d'aspects avec des personnages qui ont des sentiments amoureux, ou ce genre de choses, les différents cours, les fameux bullies, ce genre de choses. Ouais, c'est quasiment Poudlard. Mais ça passe très bien, et on est beaucoup plus centré sur l'enquête de mercredi que sur les petites histoires des adolescents. Même s'il y en a quelques-unes qui traînent. J'avais eu peur qu'on ait le classique coup de la reine du lycée avec la Claudia la sirène. Mais en fin de compte, non, elle évolue très vite et elle devient assez attachante. Donc ça va. Petit regret perso qui est qu'on ne voit pas assez le reste de la famille Addams. Oui, ok, c'est centré sur mercredi, mais bon, quand même, je suis fan de la famille Addams dans sa globalité, moi. Ça aurait été bien de les avoir un peu plus. J'ai été très heureux de revoir Catherine Zeta-Jones, ça doit faire au moins 15 ans que je l'ai pas vu sur un écran. Mais en fait, le reste de la famille Addams a l'air d'être là pour 1 voire 2 épisodes tout au plus. Je suis quand même assez mitigé sur certains points, notamment la violence. Fut un temps, quand tu voyais un mec qui se retrouvait avec les tripes à l'air, c'était déconseillé aux moins de 16 ans direct. Aujourd'hui, c'est limite si c'est pas tout public. Là, il y a des moments où on voit des têtes et des membres qui sont arrachés, mais on voit rien de sanguinolent en fait. Même quand des gens se font éviscérer, au mieux tu vois des griffures, mais c'est tout.
Donc voilà, globalement, je dirais que la série est tout public. Toute proportion gardée, évidemment, chacun a sa sensibilité. Mais c'est surtout au niveau de l'intrigue que j'ai eu quelques soucis. D'une part, au niveau du reste des Addams, qui ont parfois des réactions beaucoup trop humaines et normales. Genre, on apprend que l'un d'entre eux a commis un meurtre. C'est limite, il faut à tout prix cacher cette info à tout le monde. Non. D'où les Addams se cacheraient d'avoir commis un meurtre, surtout à leur propre famille. Je suis pas non plus convaincu par le côté romance de la série. Perso, j'ai toujours envisagé Mercredi Addams comme asexuel. Le personnage et l'amour ne vont pas ensemble. Pour ce qui est des révélations finales, j'étais plutôt satisfait. Bon, j'avoue que le grand méchant, j'ai deviné qui ce serait à sa première apparition. Le côté méta, tout ça. Mais pas mal d'autres révélations, effectivement, je les ai pas vues venir. Je m'y attendais pas forcément, et ça m'a effectivement surpris. Même si, ça c'est un défaut, la série essaye de nous faire croire, à l'avant-dernier épisode, que c'est bon, on a trouvé le méchant, l'enquête est finie. Arrêtez de faire ça. On sait parfaitement qu'il reste un épisode entier, on sait que c'est pas le vrai coupable. Arrêtez avec cette tendance dans la série, c'est chiant. Mais en dehors de ça, j'ai beaucoup aimé la série. Et j'attends avec impatience la saison 2. D'ailleurs, Jenna Ortega joue extrêmement bien. Franchement, quand tu dis, bon, on lui donne le rôle d'une meuf gothique inexpressive qui se contente de balancer des vannes, tu dis, non, ça va, il va pas y avoir besoin de quelqu'un qui joue extrêmement bien. Si, il y a quand même pas mal de nuances, elle réussit à faire passer pas mal d'émotions tout en restant très impassible. Donc, non, c'est... elle gère quand même bien, la petite. On a même un moment de la série que j'ai adoré, où Mercredi est sur le point de basculer du côté vraiment dark, mais en mode dark méchant, à un point où tous ses amis sont en mode « Nope, je m'arrête là, ça va trop loin pour moi ». C'est un point que j'ai trouvé très bien amené, et surtout, intelligemment utilisé. Sur Mercredi elle-même, j'ai eu des soucis avec le fait qu'elle soit douée dans autant de domaines. En escrime, ça va, c'est logique, hein, son père a toujours été un balèze en escrime, donc c'est logique qu'elle le soit aussi. Pareil pour les connaissances des plantes, tout à fait normal, parce que sa Morticia est une experte des plantes, notamment vénéneuses. Par contre, à un moment, on montre que Mercredi est également cheaté au tir à l'arc. Pourquoi ? Genre, c'est un truc qui ne revient jamais dans la série, et de mémoire, aucun membre de la famille Addams n'est doué au tir à l'arc. À la limite, ça aurait été au tir à l'arbalète, j'aurais rien dit. Parce qu'effectivement, dans les films, Mercredi a tendance à tirer à l'arbalète sur son frère. Par contre, un point que j'ai vraiment adoré, c'est que Mercredi est une mitraillette à vannes. C'est quand même impressionnant parce que pratiquement à chaque fois qu'elle balançait des pics, j'étais explosé de rire. Tellement ça visait juste. D'ailleurs, petite anecdote qui m'a un peu déçu, vu à quel point Mercredi enchaîne les remarques. À un moment, sa coloc lui explique que y a des élèves vampires qui sont là depuis parfois des décennies. Je m'attendais tellement à ce que l'héroïne lui demande ce qu'ils foutaient encore là. S'ils sont là depuis autant de temps, c'est plus des lycéens. Mais non, c'est aucune remarque dessus. C'était un peu dommage, hein, pour le coup. Bref, malgré ses défauts, Mercredi est une très bonne série. C'est marrant et c'est entraînant, donc je vous la conseille, notamment si vous êtes fan de la famille Addams. Série d'animation Netflix qui nous fait suivre le gouvernement de l'ombre. En gros, on est présenté à Cognito Inc., qui est plus ou moins un gouvernement secret qui tire les ficelles de tous les complots de l'humanité. Genre, c'est eux qui cachent les reptiliens, la Terre creuse, on essaye de remplacer le président par un robot, on a une civilisation cachée sur la Lune, bref. On va notamment suivre Regan Ridley, une jeune femme qui est probablement un des individus les plus intelligents au monde, mais qui est complètement asociale avec, je la cite, un caractère de merde. Et elle va se retrouver à devoir faire équipe avec Brett Hand, un playboy yes man, qui est littéralement rentré à Cognito parce que le patron le trouvait marrant. Car oui, un des trucs à savoir, c'est que les dirigeants du gouvernement de l'ombre sont tout autant incompétents que les dirigeants de nos gouvernements. Et donc, on va suivre toute une série de leurs aventures au cours des 18 épisodes de la saison. Alors le style de dessin, il plaira pas à tout le monde. Perso, il m'a beaucoup fait penser au style de Rick et Morty. Donc à voir si vous appréciez ou pas. Par contre, je trouve la série super bien animée. Je trouve qu'elle est hyper fluide dans les mouvements des personnages. Il y a quelques scènes qui sont hyper marquantes. C'est genre notamment l'ouverture de la Terre creuse. Ça, elle m'est bien restée en tête celle-là. Après, que dire du fond, on peut pas dire que Inside Job soit une comédie à 100%. Parce que autant il y a parfois des passages qui sont drôles, voire très drôles.
le coup de la sexcapade à Rome, je m'en mets pas. Mais je pense pas que ce soit le principal objectif de la série. J'ai plus passé du temps à sourire qu'à rire, par contre j'ai adoré l'ambiance. Et parfois même la série a plus un humour grinçant avec des pointes de sarcasme qu'un véritable humour tout du long. Donc, pour moi, c'est une très bonne découverte, et j'ai très envie d'insulter Netflix pour avoir osé l'annuler après une seule saison. Oui, encore, ça commence à devenir une habitude. Donc bref, si vous ne la connaissez pas, je vous invite très fortement à la regarder. L'histoire est une adaptation du comics de Neil Gaiman qui nous raconte l'histoire du marchand de sable, où Lord Morpheus, seigneur des rêves, qui a été capturé et privé de ses artefacts pendant près d'un siècle. Lorsqu'il parvient à se libérer, il va donc se lancer à la reconquête de ses outils, tout en réalisant que le monde éveillé a malheureusement subi des conséquences de son absence. Alors, j'ai entendu énormément de bonnes choses au sujet de la série Sandman, notamment qu'on me vantait que c'était une pépite d'originalité à tous les niveaux. Vous l'avez sacrément vite mis sur un piédestal quand même. Hein. Après, je vais pas dire le contraire. La série est très bonne, les effets spéciaux sont excellents, et l'univers est plutôt sympa à découvrir. Mais j'avoue que pour ce qui est de l'originalité, en termes d'univers ou de scénario, je suis désolé, on a déjà fait mieux. Après, peut-être qu'on m'a effectivement trop survendu la série, et que je m'attendais vraiment à avoir un chef-d'œuvre qui allait me retourner le cerveau à chaque nouveau plan, quoi. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ça reste globalement très intelligent. Et en même temps, c'est du Neil Gaiman, donc de toute façon, il fallait s'y attendre. On pourrait critiquer l'acteur l'acteur principal qui a un jeu un peu mono-expressif, mais en même temps, le mec joue une entité quasi omnipotente et éternelle, donc le gars est pas forcément censé avoir beaucoup d'émotions, donc ce serait un peu pute de ma part de lui cracher dessus parce qu'il tient son rôle. J'ai eu un problème avec l'épisode 3. Entre parenthèses, j'étais très content de revoir Jenna Coleman, notamment dans le rôle d'une exorciste nommée Constantine. Ça m'a fait beaucoup rire. Par contre, effectivement, quand on la voit, la gamine qui était avec elle jouait assez mal. Il y a aussi quelques facilités scénaristiques, du genre la manière dont Morpheus récupère un de ses artefacts. En gros, il explique ce qui s'est passé, et moi j'étais en mode, non, là tu te fous de ma gueule. Ok, on est dans le monde des rêves, mais qu'un humain puisse briser un rubis en fermant le poing, non. Non, je suis désolé, non. Il y a aussi le fameux duel avec Lucifer, qui effectivement est très cool, même si à partir du moment où t'as deviné qu'on pouvait incarner n'importe quoi, ça perd un peu de son intérêt, quoi. Du coup, grosso modo, le duel c'est plus pratiquement un battle de poèmes. C'est où chacun se désigne comme étant une entité. Et autant le début est très cool, voilà, moi je suis un serpent donc je viens te mordre à la cheville, mais toi tu utilises un aigle, ok, mais moi du coup je deviens une bactérie et du coup je t'infecte. À partir du moment où on commence à incarner des choses complètement énormes et inanimées, tu fais ouais bah le duel a plus trop d'intérêt. Dès le début tu sors la carte de l'antivie et c'est bon, t'as gagné. Hein, mais alors j'ai l'air de mitrailler la série à cause de ses défauts, mais faut pas croire, je l'ai adoré. C'est juste qu'en fait, on me l'a tellement vanté que c'est... Non, elle n'est pas, la série n'est pas parfaite, elle n'est pas ultra originale, elle a beaucoup de bons points et de bonnes choses, mais elle est clairement pas parfaite. Néanmoins, je trouve que les épisodes sont très très bien écrits. Franchement, je les ai enchaînés extrêmement vite tellement j'étais à fond dedans. L'épisode de la mort, c'est mon favori. Probable que si j'avais pas entendu autant de bons retours au sujet de Sandman, je crois que je l'aurais apprécié d'autant plus et peut-être même que je l'aurais trouvé moins de défauts. Parce que franchement, j'en attendais trop. Mais quoi qu'il en soit, ça reste une excellente série et je vous invite très fortement à la regarder. Si vous avez vu mon top de série de 2022, vous savez que j'avais découvert la saison 1 l'année dernière, et que malgré quelques points que j'ai trouvé un peu faciles, un peu beaucoup même, je trouvais que c'était une très belle écriture moderne de l'univers d'Asimov. Mais j'avais un peu peur que, avec les révélations assez bateaux de la fin de la première saison, ça voulait dire que les scénaristes avaient plus trop de bonnes idées, quoi. Alors, que dire de la saison 2 ?
Visuellement, c'est toujours aussi magnifique. Les effets spéciaux sont dingues du début à la fin. Il y a juste eu, je crois que c'était dans l'avant-dernier épisode, où ça a été le seul moment où il y a eu un effet qui m'a pas convaincu. Le reste du temps, c'est un bijou. Le générique est toujours aussi magnifique. Le jeu d'acteur est au top. Et étonnamment, contrairement à ce que je craignais, l'intrigue reste excellente. Bon, il y a toujours quelques points où tu peux dire « Mouais, c'est un peu facile quand même ». Mais il y a tout de même des retournements que j'ai absolument pas vu venir et qui, je trouve, fonctionnent très bien. D'ailleurs, pour ceux qui se plaindraient que la série est pas du tout comme le bouquin, la série vous a répondu. À un moment, Gal étudie la psychohistoire et se rend compte que l'avenir prévu s'est séparé en deux branches. C'est la bleue, qui était celle prévue par Seldon, et la rouge, qui est apparue parce que Gal Dornick a foutu la merde. Faut le dire. Littéralement, la voie bleue, c'est les bouquins, la voie rouge, c'est la série. Comme ça, on revisite l'univers à sa sauce, tout en respectant l'essence principale, sans devoir coller à 100% aux matériaux de base. Et c'est très bien. Dans la saison 1, j'étais dérangé par le final qui révélait que Gal Dornick pouvait voir l'avenir, mentalement parlant. Et je trouvais que pour un univers qui est autant censé se baser sur la science, ça faisait un peu sorti de nulle part, quoi. C'est l'arrivée de la voyance, ça marchait moyen, quoi. Sauf que pour la saison 2, ont été introduits les télépathes, qui sont des humains avec des capacités mentales plus ou moins évoluées, ce qui du coup donne une certaine cohérence à ce pouvoir. C'est pas juste Gal Dornick qui a ce talent-là, non, c'est un truc qui existe dans cet univers et qui est connu. J'aurais aussi un petit reproche avec le sanctuaire de Seldon, qui clairement fait tout et même le café. Ouais, il y a l'excuse du quantique, mais non, il y a des fois c'est abusé, quoi. À un moment, il réussit carrément à renvoyer un message dans le passé. Non, je suis désolé, non, là je suis pas d'accord. En dehors de ça, c'est une très bonne saison 2. Le spectacle est assuré, il y a des superbes batailles spatiales, des super intrigues, et une promesse de continuer à avancer dans le temps à chaque nouvelle saison. La série a même montré qu'elle avait les couilles de tuer certains de ses personnages assez importants. Franchement, il y en a certains, je m'attendais à les voir durer pendant beaucoup plus longtemps. Ils ont eu le cran de les tuer. Donc bref, Fondation saison 2, c'est super cool, et j'attends avec impatience la saison 3. Oh putain, la frustration. Paper Girls est sans conteste une des meilleures séries que j'ai vues en 2023. Et Amazon ne lui a pas accordé de saison 2, malgré, semble-t-il, un plutôt bon score d'audience. Quand à côté vous avez les anneaux de pouvoir qui a le droit d'être renouvelés alors que c'est tout juste passable, y a de quoi s'arracher les cheveux. Et il est même possible que ce soit à cause des anneaux de pouvoir, qui a bénéficié d'une campagne marketing absolument phénoménale, que Paper Girls ait été complètement éclipsé à cause de ça. Si c'est le cas, c'est purement et simplement injuste. L'histoire commence en 1988, où l'on va suivre 4 préadolescentes livreuses de journaux. Ouais, dans les années 80, ça se faisait. Sauf que les héroïnes vont se retrouver mêlées à tout un tas de micmacs avec des voyageurs temporels, et se retrouver propulsées en 2019. Comme je l'ai dit, c'est une très bonne série. D'ailleurs, à mon sens, c'est une série qui s'adresse à un public assez large, donc vraiment tout public, car elle n'est ni très violente, absolument pas sexualisée, et les héroïnes ont pas plus de 12-13 ans. Et pourtant, moi, adulte de plus de 30 balais, j'ai quand même surkiffé. La manière dont la série utilise le voyage dans le temps est plutôt classique, mais en même temps réussit à l'utiliser sans se mélanger les pinceaux. Les héroïnes sont attachantes et on finit par toutes très vite les apprécier. Il y a quelques moments où je trouvais leur jeu pas forcément parfait, mais globalement ça passe. Peut-être aussi le casting VF des héroïnes qui par moments fait pas trop voix de préado. Mais en même temps, j'ai déjà vu des gamines du même âge qui faisaient beaucoup plus âgées, physiquement et vocalement. Donc je peux pas vraiment critiquer la série là-dessus, quoi. Il y a aussi quelques scènes d'action avec beaucoup d'effets spéciaux dedans. Je peux pas dire ce qu'il y a dedans parce que ce serait un spoil monstrueux. Mais effectivement, les mouvements et la manière dont ça se déroule, ouais, un peu facile quand même. D'ailleurs, les effets spéciaux sont bien, mais pas exceptionnels. Tu le vois quand il y a de la CGI. Après, c'est pas moche non plus. Ça s'intègre suffisamment bien dans le décor pour pas que ça te saute aux yeux. Mais il y a quand même quelques deepfakes
ça fait un peu saigner des yeux, quoi. En plus des voyages dans le temps et de la menace qui leur colle au cul, les héroïnes vont être en plus confrontées à certains éléments de leur futur, sur elles-mêmes ou leur entourage, ce qui va les marquer plus ou moins agréablement. Mais ce sera toujours bien amené et de façon cohérente. Il y a juste eu un moment où j'ai vu une incohérence. Pour vous décrire, un personnage de 1994 cite le Spider-Man de Sam Raimi, qui est sorti en 2002. Et pour moi, c'était tellement gros comme erreur que je me suis dit, non, en fait, c'est un indice pour trahir un personnage qui avait déjà voyagé dans le temps. Non, c'est juste une erreur. Vous auriez pu faire gaffe, là, quand même. Ah, et si vous aimez Brooklyn Nine-Nine, il y a un des acteurs qui apparaît dans Paper Girls. Je vous dis pas lequel pour pas vous gâcher la surprise, mais perso, ça m'a fait très plaisir de le revoir. Bref, c'est une excellente série tout public que vous pouvez voir en famille, et malgré le fait qu'il n'y ait qu'une seule saison, à moins d'un miracle et que les gens se mettent à la regarder en masse et que Amazon s'en rende compte, bah ça reste un très bon divertissement, et je vous invite très sérieusement à la regarder. Et le bon côté, c'est que bah si on veut connaître la suite, on a toujours les comics. Et moi perso, j'ai envie de la connaître la suite. Nous allons suivre ici le personnage de Ilonka, qui se fait diagnostiquer un cancer de la thyroïde, malheureusement incurable. Bonne ambiance. Wouhou. Elle va alors intégrer le centre de soins palliatifs de Brightcliff, qui aurait, selon la légende, eu droit à quelques guérisons miraculeuses. Elle va se lier d'amitié avec les différents malades, qui ont pour habitude de se réunir tous les soirs à minuit, pour se raconter des histoires d'horreur. L'histoire est une adaptation de l'œuvre de Christopher Pike, auteur de romans d'épouvante pour adolescents pas très connus si on compare à R.L. Stein, mais que personnellement j'aimais beaucoup, vu que dans ma jeunesse j'avais beaucoup lu certains de ses bouquins, notamment la série des Spooksville, et j'étais très fan de sa série La Vampire. Très honnêtement, j'appréhendais la série. Je craignais un divertissement du niveau de Fais-moi peur. Pour ceux qui connaissent pas, dans les années 90, Fais-moi peur, c'était une série anthologique où des adolescents se réunissaient autour d'un feu pour se raconter des histoires d'horreur. Chaque épisode suivait plus ou moins les mêmes conteurs, qui changeaient au fil des saisons, mais qui se racontaient une histoire différente. Sauf que dans le remake de 2020, les histoires sont passées totalement au second plan, au profit d'une vraie intrigue surnaturelle qui menace les compteurs. Et il faut le dire, la série est vraiment pas bonne. Et bah pour Midnight Club, c'est absolument pas le cas. On a un vrai bon équilibre entre l'histoire des compteurs et les histoires qui se racontent. Tout l'aspect surnaturel que subissent les personnages, c'est entièrement de ce que j'appelle du fantastique dissimulé, c'est-à-dire que jusqu'à la toute fin, vous ne savez pas si ce qu'ils voient est vrai. Comme effectivement, ils sont tous malades et mourants, et ils sont sous médoc, parfois des traitements très lourds, donc qu'ils aient des hallucinations ou des problèmes, ce serait assez logique. Évidemment, la série aborde pas mal de thèmes assez sombres, que ce soit le deuil, la maladie, la mort, l'homosexualité, mais également, dans une moindre mesure, la dépression et le suicide. Mais étonnamment, ça passe toujours. J'ai vraiment ressenti la détresse et les émotions de tous les personnages, sans pour autant que ça soit pesant. On a de très bonnes réflexions sur la manière dont les patients vivent leur vie avec leur maladie, leurs propres traumas, et en même temps, la série réussit à éviter pas mal de poncifs sur ces thèmes. Tous les acteurs sont vraiment excellents, notamment l'interprète Dania, qui arrive vraiment à être hyper touchante, alors que le premier épisode, c'est celle qui t'a le plus envie de coller des claques. Donc, sacrée performance. Au niveau des reproches, certaines incrustations sont assez bof et visibles. Quelques éléments de l'intrigue sont assez prévisibles, mais même si c'est pas plus gênant que ça. Et j'ai dû repérer une incohérence dans le lot. À un moment, Anya se plaint de l'odeur que dégageaient ses anciennes colocataires, sauf que dans l'épisode d'avant, elle se plaignait qu'elle n'avait plus du tout d'odorat. Autre point qui a été beaucoup reproché à la série, c'est l'usage abusif de jumpscares. Ce qui est vrai parce qu'il y en a pas mal et que ça fait très très rarement peur. Mais en même temps, je trouve que la série a choisi de s'amuser avec et de l'assumer. Et ça, c'était compréhensible dès le premier épisode. La première histoire qui est racontée,
t'as un des persos qui interrompt la conteuse pour lui dire « Non, c'est un jumpscare, ça ne fait pas peur, c'est censé te surprendre. » Ce à quoi la conteuse rétorque « Ouais, mais c'est l'équivalent d'un bon shot d'adrénaline. » Et bam 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 bam, t'as 4 ou 5 jumpscares à la suite. Ok série, t'es assez intelligente pour avoir conscience de ce point et jouer avec. Ok, vas-y, continue dans ton délire, je te suis. Donc bref, c'est une excellente série et je vous la recommande chaudement. Cependant, il faut savoir que la série a également été annulée et donc n'aura pas de saison 2. Sauf que pour le coup, c'est pas un problème. Franchement pas. Même s'il y a quelques éléments qui n'ont pas de réponse définitive, la saison 1 est entièrement autosuffisante. Mieux, j'ai peur qu'avec une saison 2, on aurait juste réussi à bousiller l'équilibre de la qui a réussi à instaurer la série. Néanmoins, apprendre qu'une série aussi qualitative puisse se faire annuler, probablement parce qu'elle n'a pas eu autant de succès qu'on espérait, ça me donne un peu envie de cracher sur Netflix. Par contre, des séries de merde comme The Silent Sea, ça ils ont prévu d'en faire une saison 2. La série scandinave de l'année, et qui plus est, qui résonne bien avec la situation actuelle. Le pitch, c'est que depuis quelques années, des failles spatio-temporelles s'ouvrent un peu partout dans le monde assez régulièrement, et déversent un certain nombre d'individus du passé, notamment 3 époques principales, à savoir l'âge de pierre, le Moyen-Âge et le 19e siècle. L'essentiel de l'intrigue se déroule à Oslo, en Norvège, où la société s'est complètement adaptée à cette situation, et a trouvé un certain équilibre. On va suivre l'inspecteur Lars Halland, un flic contemporain, et Alfhildur Enginsdottir, une guerrière viking nouvellement intégrée à la police, qui vont devoir enquêter sur le meurtre d'une jeune préhistorienne, visiblement en lien avec un complot. Et c'est extrêmement bien. Évidemment, il y a un énorme parallèle qu'on peut faire avec l'immigration qu'on peut avoir à l'heure actuelle. S'ils viennent d'un autre pays, ils n'ont pas forcément eu le choix. Il y en a qui essayent de s'intégrer et de participer à la société qui les a recueillis. Il y en a qui vont profiter du système pour se faire du fric illégalement. Il y en a d'autres qui vont être des violeurs et des assassins qui vont foutre la merde. Et vous allez avoir l'immense majorité qui essaie juste de survivre en fait, quitte à devoir faire 2-3 trucs répréhensibles par derrière. T'en as qui arrivent en bonne santé, t'en as qui sont malades, et dans le même temps, les tampons migrants apportent leurs emmerdes avec eux, notamment certains problèmes de religion, surtout les primo-nordiques qui étaient vraiment scindés entre les chrétiens qui voulaient évangéliser tout le monde par la force, et les polythéistes qui voulaient pas quoi. Et de l'autre côté, il y a des contemporains qui vont accepter les tampons migrants, et à l'inverse, il y aura des tampophobes qui vont leur être ouvertement hostiles. Vraiment, toute la manière dont est traitée cette société est hyper bien pensée et extrêmement logique. Par exemple, no spoil, au début du dernier épisode de la saison 1, on a tout un groupe de primo-nordiques à qui on présente un court-métrage, qui sont rassemblés devant un court-métrage censé leur présenter le monde actuel. Voici la Norvège actuelle, nous sommes un pays moderne, tolérant et inclusif, sauf qu'évidemment, ce genre de bande-annonce, ça va pas toucher tout le monde, et certainement pas ceux qui ont décidé qu'ils feraient aucun effort. Y a-t-il des défauts ? Pour la saison 1, pas trop. Il y a juste un point qui m'a dérangé, c'est le principe de l'amnésie. En fait, tous les tampons migrants ont oublié comment ils ont fait pour voyager dans le temps. C'est encore ok. Sauf qu'il y a plusieurs moments où l'histoire, justement, leur permet d'avoir des petits souvenirs qui reviennent, généralement pour aider un peu le scénario. Mais j'ai tellement adoré la saison 1 que je me suis enquillé d'office la saison 2. Et il faut savoir que c'est tout aussi cool, mais très différent. Là où on pourrait plus reprocher à la première saison d'être plus orienté série policière et drame social que science-fiction, la saison 2 c'est l'inverse. La série considère que c'est bon, t'as pigé les bases de ce nouveau monde, donc ça va être largement plus en retrait. A l'inverse, l'aspect science-fiction va être plus développé. Beaucoup plus. Je vous cache pas que aux alentours de l'épisode 3, je me suis demandé à quel moment j'avais basculé sur Fringe. Mais si vous aimez ça, je pense que ça va pas vous déranger. Au contraire, j'ai trouvé le virage du scénario vraiment plaisant, et je suis assez impatient de voir ce qu'ils pourraient faire pour la saison 3. J'aurais quand même quelques reproches pour certains personnages qui sont soit mis en retrait, soit disparaissent complètement de l'histoire. Par exemple, le voisin Cro-Magnon de Lars, qui est quand même assez important dans la saison 1, hein, il avait son intérêt quand même. Dans la saison 2, il disparaît quasi intégralement. S'il a droit à 10 minutes d'apparition pendant toute la saison, c'est tout. Merde, pareil pour un personnage britannique de la saison 2, tu sens que le gars, il a du potentiel. Genre, la scène avec les néo-nazis, je suis désolé. Mais, passer l'épisode 3...
plus aucune nouvelle. Peut-être qu'il reviendra dans une 3e saison, mais voilà, j'en sais pas plus. Il y a eu quelques incohérences, quelques révélations et quelques retournements un brin facile, mais à mon sens rien de vraiment dérangeant. Néanmoins, je me suis rendu compte à quel point Beforeigners, c'est un potentiel de dingue. Il pourrait avoir des spin-offs dans tous les pays du monde. On pourrait avoir une version japonaise avec des samouraïs, une version française avec des chevaliers, ou même une version américaine avec un retour en masse de natifs américains, ce qui là pour le coup, ça pourrait plomber la société américaine. Vous imaginez, c'est les gars qui sont bien implantés et d'un seul coup t'as tout un tas des premiers peuples qui redébarquent. C'est dis donc, vous nous avez un petit peu enculés là pendant 2 siècles là. Bah maintenant on va rééquilibrer les choses. Il y a tellement de choses qui pourraient être faites, mais c'est une mine d'or. C'est peut-être pour ça que je suis pas autant critique que je le devrais envers les facilités scénaristiques. Oui, c'est facile, mais c'est pas contradictoire. Du coup, je vous invite très 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 fortement à mater Beforeigners si vous ne la connaissez pas. Et si vous n'êtes pas fan de l'aspect sociétal et que vous voulez juste voir des délires sur les voyages dans le temps, dites-vous que la saison 1, c'est juste une intro. Mais pour moi, ça reste probablement ma meilleure découverte sérielle de l'année, et j'attends la suite avec une putain d'impatience. Voilà! Je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire sur mes meilleures découvertes de séries en 2023. La prochaine vidéo sera dédiée au flop des films, et je pense que je la sortirai la première semaine de 2024. Sur ce, je vous souhaite une bonne année à tous, et à la prochaine à bord de l'Universalis. Ciao à tous! Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël, et bienvenue à bord de l'Universalis. Mais putain de merde. Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël, bienvenue à bord de l'Universalis pour cette... Oh. Se casser la gueule, c'est pas possible. Mélusine. Ouh, toi je vais te sortir. Non, si c'est pour jouer avec les câbles, c'est bon. Allez, vivant. Genre, le fait que la série continue... Elle gratte. Mais putain, arrête de tourner, toi, bordel de siège de merde. Ah, ça c'est Mowgli. Celui qui n'aime pas être tenu, évidemment. Ouais, enfin, si tu peux arrêter de te frotter contre le le pylône de la caméra, quand même. D'abord les bagnoles et maintenant les avions. Super. Ils ont décidé de me faire chier aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette série, a le mérite d'être un saison finale très satisfaisant. Très satisfaisant. Très satisfaisant. Et là, je vais m'occuper du feu et... Chier ce fauteuil à force. Si vous pouviez arrêter de faire passer les avions au-dessus de ma maison, ce serait bien. Là, il y a des moments où on voit des têtes, oui, bien sûr. En gros, il explique ce qui s'est passé, et moi j'étais en mode, non, là tu te fous de ma gueule. C'est là. Mon ballon, mon petit bébé. Oh. C'est bon, t'as fait ton tour dehors, t'es content, t'es rentré. Oh. Là, mon petit bébé. Là, mon petit bébé. Voilà. Et voilà. Le dernier de la fratrie. Voilà. Mon petit bébé. Voilà. Et revoilà Mélusine qui va venir t'emmerder. Oui, ça c'est un truc à savoir. Hein. Balou c'est le punching ball de la maison. Hein. C'est le Mélusine n'arrête pas de lui sauter dessus. Cours Balou, cours! À un moment, Gal étudie la psychohistoire. Mélusine! On a un vrai bon équilibre entre les porteurs. Merde. Au niveau des reproches, certaines incrustations sont... Putain.
Ouais, sauf que Mélusine, tu laisses Balou tranquille. Puis toi, arrête d'agiter la queue, tu sais que ça l'excite. Ne pas sortir de son contexte. Au contraire, j'ai trouvé le scénario le scénario du virage. Oui, ça c'est un bon concept. Stop. Je n'ai plus de voix. Ouais, bah je pensais que j'allais faire le flop, le top des séries et le flop des films aujourd'hui. J'ai commencé le tournage, il était quoi? Il était 11h à peu près. Il est 15h11. Donc non. le tournage pour le flop des films, ça attendra une prochaine fois. C'est bon.